Le 13 novembre 2022, dans la ville universitaire de Moscou, 4 étudiants sont assassinés dans leur sommeil. Des vies promises à l'avenir, brutalement fauchées. L'enquête piétine, jusqu'à ce qu'un nom surgisse. Bryan Kohberger. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'affaire qui a choqué l'Amérique. L'histoire de Bryan Kohberger, accusé du meurtre de 4 innocentes victimes. Qu'est-ce qui a motivé ce jeune homme à commettre des actes si atroces? Quels sont les éléments de preuve qui l'ont mené à être accusé de ces crimes? Nous allons examiner les faits et les théories derrière cette affaire qui a laissé l'Amérique sous le choc. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir la vérité sur Bryan Kohberger. Bryan Christopher Kohberger est né le 21 novembre 1994 à Albrightsville, en Pennsylvanie, dans une région reculée et boisée appelée les montagnes Pocono. Issu d'une famille modeste, son père, Michael, travaillait dans la maintenance, sa mère, Marianne, était enseignante suppléante, et Bryan grandissait entouré de ses 2 sœurs aînées. Malgré cette structure familiale stable en apparence, Bryan développe très tôt une personnalité singulière, marquée par un isolement émotionnel profond. Durant son adolescence, il commence à exprimer son mal-être de manière inquiétante. Introverti, étrange, souvent silencieux, il est obsédé par les regards des autres et par la perception qu'il projette. Il se met à boxer, devient plus agressif et cherche à durcir son image, mais derrière cette façade se cache un vide existentiel qu'il ne parvient pas à combler. Sur des forums en ligne, il confie ne ressentir aucune émotion. Il parle de dépersonnalisation, de troubles obsessionnels compulsifs, et d'un sentiment constant de dissociation. À 17 ans, il écrit « Je suis vide. Je n'ai pas d'émotion. Je suis une coquille, une chose ». Cette confession glaçante laisse entrevoir un esprit en déroute, un observateur froid de la vie incapable d'y participer pleinement. Malgré ses luttes internes, Bryan montre une intelligence académique certaine. Il obtient en 2013 un diplôme en psychologie au Northampton Community College, ce qui marque le début de son obsession pour la criminologie. Il poursuit ses études à DeSalle University, où il obtient une licence puis un master en justice pénale. C'est là qu'il croise le chemin de Catherine Ramsland, une professeure renommée, spécialiste des tueurs en série et biographe de Dennis Rader, alias BTK. Cette rencontre s'avère déterminante. Kohberger n'est pas simplement fasciné par les crimes, il veut comprendre, modéliser, peut-être même reproduire les mécanismes du mal. Il publie sur Reddit un questionnaire destiné à des anciens détenus. Comment avez-vous ressenti le crime? Pourquoi avez-vous choisi votre victime? Ce ne sont pas des questions neutres. Elles trahissent une volonté de pénétrer les pensées les plus sombres, de décortiquer le passage à l'acte comme on démonte une horloge. Ce travail intrigue les enquêteurs et les psychologues. Il ne s'agit pas d'un simple mémoire universitaire, mais d'une forme de cartographie mentale du crime. En 2022, Bryan intègre le programme de doctorat en criminologie à l'Université de l'État de Washington, à Pullman, à seulement quelques kilomètres de Moscou, Idaho. Il devient assistant d'enseignement, donne des cours sur les procédures judiciaires, les scènes de crime, et se fait remarquer par son arrogance et son besoin de contrôle. Ses collègues le trouvent manipulateur, froid, obsédé par les détails techniques et les meurtres célèbres. Après le drame de novembre, ils remarqueront un changement brusque, plus silencieux, plus replié. Des éléments de géolocalisation révéleront plus tard que Bryan aurait rôdé à proximité de la maison des victimes au moins 12 fois avant le crime. Il aurait suivi certaines jeunes femmes sur Instagram, analysé leurs habitudes, repéré leurs déplacements. Loin d'un acte impulsif, l'affaire prend la forme d'un crime prémédité, organisé, répété mentalement, comme une simulation grandeur nature de ce qu'il avait théorisé. Dans les mois qui suivent son arrestation, psychologues et enquêteurs s'accordent sur un portrait, celui d'un prédateur cérébral. Bryan Kohberger ne tue pas sous l'emprise de la colère ou de la passion. Il tue pour remplir un vide intérieur, pour se prouver qu'il peut dominer, planifier et échapper à la justice. Un mélange de narcissisme, de froideur, et de fascination morbide pour le pouvoir absolu. La particularité de ce cas, c'est que Bryan n'avait aucun lien direct avec ses victimes. Pas de relation, pas de conflit, pas de bénéfice matériel. Les 4 jeunes gens semblaient incarner quelque chose que lui n'avait jamais eu. La jeunesse, la beauté, l'insouciance, l'énergie sociale. En les détruisant, il semble vouloir abolir symboliquement ce qu'il ne pouvait posséder. Son parcours dans la criminologie, loin d'être un hasard, s'apparente à une couverture. En étudiant les failles du système judiciaire, les erreurs des enquêteurs, la psychologie des tueurs, Bryan cherchait peut-être à devenir invisible, intouchable, parfaitement dissimulé derrière son statut d'expert. Mais l'arrogance, comme souvent, crée des failles. Et ce sont elles qui permettront aux autorités de remonter jusqu'à lui. Le 13 novembre 2022, la ville paisible de Moscou, dans l'Idaho, s'éveille sans savoir qu'une horreur indicible vient d'avoir lieu. Cette nuit-là, dans une maison située au 1122 King Road, 4 étudiants sont assassinés avec une violence qui dépasse l'entendement.
Le carnage est silencieux, précis, presque chirurgical. Le tueur a frappé entre 4h et 4h25 du matin, glissant dans l'obscurité comme une ombre sans visage. Les victimes sont jeunes, rayonnantes, pleines de vie. Kaylee Goncalves et Madison Mogen, toutes deux âgées de 21 ans, sont meilleures amies, inséparables. Xana Kernodle, 20 ans, partage la maison avec elle, dynamique et drôle. Ethan Chapin, 20 ans, petit ami de Xana, était là pour la nuit. Deux autres colocataires, Dylan Mortensen et Bethany Funke, survivent. Dylan, dans un état de sidération, aperçoit brièvement un homme encapuchonné quittant la maison. Sa description, un individu grand, mince, vêtu de noir, le visage partiellement masqué. Elle entend des bruits, des pleurs, une phrase murmurée, « Je vais t'aider », puis le silence. Au petit matin, le cauchemar éclate. La police découvre une scène de crime épouvantable. Les 4 étudiants ont été poignardés dans leur lit ou tout juste réveillés, sans signe de lutte prolongée. Le tueur n'a pas volé, n'a pas laissé de message. Seul indice, un étui de couteau de type militaire, abandonné sur le lit, contenant une trace d'ADN partielle. La communauté est bouleversée. L'enquête débute dans l'urgence, sous une pression médiatique intense. Pendant des semaines, les policiers de Moscou, appuyés par le FBI et la police de l'État, fouillent, interrogent, recoupent les données. Le public s'impatiente, le flou est total. Aucun suspect, aucun mobile, et surtout, aucune logique apparente. Puis, lentement, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Des images de vidéosurveillance montrent une voiture, une Hyundai Elantra blanche, rôdant autour du quartier cette nuit-là. Grâce aux bases de données, les autorités la relient à un homme, Brian Koberger, doctorant en criminologie à l'université voisine de Pullman. Un détail trouble les enquêteurs. Les données téléphoniques indiquent que son portable était en mode avion à l'heure du crime. Mais le GPS montre qu'il s'est rendu 12 fois à proximité du 1122 King Road dans les semaines précédentes. Il rôdait, observait, traçait. Plus encore, les autorités découvrent que Brian avait fait la route de l'Idaho à la Pennsylvanie juste après les meurtres, accompagné de son père. Il tentait de garder un profil bas, mais des images de surveillance d'un hôtel, des enregistrements de caméras, et son comportement étrange éveillent les soupçons. Le 30 décembre 2022, il est arrêté dans la maison familiale. À partir de là, tout s'accélère. L'ADN retrouvé sur l'étui de couteau correspond partiellement à celui de Brian. Un test généalogique approfondi confirme qu'il s'agit bien du tueur. L'analyse du trajet de sa voiture, les mouvements de son téléphone, et le témoignage de Dylan Mortensen convergent tous vers lui. Mais une question demeure. Pourquoi ? Brian ne connaissait pas les victimes. Aucun lien ne permet de comprendre son choix. Il aurait suivi Kaylee sur Instagram, regardé leurs stories, peut-être même observé leur quotidien depuis l'extérieur. Mais cela reste spéculatif. Le mobile demeure flou, presque inaccessible. Pour les experts, une théorie prend forme. Brian aurait commis ce crime pour vivre l'expérience qu'il avait tant étudiée. Le passage à l'acte, le contrôle total, la peur, le meurtre comme processus. Ce ne serait pas une revanche personnelle, mais une expérimentation macabre, théorisée, planifiée, nourrie par son obsession pour les tueurs en série. Son profil psychologique se révèle déroutant. Un mélange de narcissisme, de dissociation et d'intellectualisation du mal. Il ne parle pas, ne montre aucune émotion, semble presque détaché de la réalité. Les enquêteurs découvrent qu'après les meurtres, Brian retourne à ses occupations comme si de rien n'était. Il note les performances des étudiants qui l'encadrent, échange avec ses collègues, fait ses courses. Son calme glacial contraste avec la sauvagerie du crime. Ce contraste devient l'élément le plus glaçant de l'affaire. Brian Koberger a tué sans passion, sans rage, sans besoin financier. Il a tué par fascination, par désir de transcender sa propre insignifiance. Et ce désir, soigneusement dissimulé derrière ses études, derrière sa façade universitaire, devient le fil conducteur de ce drame. Après des mois d'attente, de spéculation et de silence, le 2 juillet 2025, Brian Koberger plaide coupable devant la justice américaine. Ce geste, inattendu, lui permet d'éviter la peine de mort. Il ne donne aucune explication, aucun mot, aucun regard vers les familles. Juste un aveu sec, presque administratif, qui clôt 2 ans et demi de mystère. Le 23 juillet, dans une salle d'audience bondée à Boise, Idaho, le verdict tombe. 4 peines de prison à perpétuité incompressible, sans possibilité de libération conditionnelle. À cela s'ajoutent 10 années supplémentaires pour cambriolage et 290 000 $ de dédommagement aux familles des victimes. Le juge Stephen Hipler, visiblement ému, s'adresse à l'accusé. Plus nous cherchons à comprendre l'incompréhensible, plus nous lui donnons du pouvoir. Il est temps de mettre fin aux 15 minutes de gloire de M. Koberger. Il doit être condamné à l'oubli. Il insiste. Aucun livre, aucun documentaire, aucun film ne devrait offrir à Koberger la notoriété qu'il semble rechercher. Le silence du tueur, son refus de s'expliquer, devient une forme de contrôle. Et le juge refuse de lui accorder ce dernier privilège.
Dans la salle, les familles prennent la parole. Leurs mots sont des lames, des cris, des prières. Randy Davis, beau-père de Xana Kernodle, tremble de rage. Tu vas aller en enfer. Tu es diabolique. Il n'y a pas de place pour toi au paradis. Tu as pris nos enfants. Tu vas souffrir. La sœur de Kaylee Gonsalves, les yeux brûlants, s'adresse directement à lui. Si tu ne l'avais pas attaquée pendant son sommeil, elle t'aurait détruit. Tu es lâche. Tu es pathétique. Ben Mogen, père de Madison, parle avec une voix brisée. Elle était la seule chose dont j'ai été vraiment fier. Elle m'a aidé à survivre. Et tu me l'as enlevé. Dylan Mortensen, l'une des colocataires survivantes, s'exprime pour la première fois, ce qui l'a fait m'a briser dans des endroits que je ne savais pas pouvoir se fracturer. Il m'a volé mes amis, mon foyer, ma paix intérieure. Le silence de Kohberger est total. Il ne réagit pas, il ne pleure pas, il ne parle pas, il écoute, impassible, comme s'il observait une scène qu'il avait lui-même écrite. Ce procès, bien qu'il livre une sentence, ne livre pas de réponse. Le mobile du crime reste inconnu. Aucun lien n'a été établi entre Kohberger et les victimes. Pas de rancune, pas de conflit, pas de bénéfice. Juste une nuit, un acte, et un vide. Pour les familles, ce silence est une torture. Certaines espéraient un procès, une confrontation, une explication. D'autres voulaient la peine de mort. La famille de Kaylee a même soutenu une loi permettant l'exécution par peloton dans l'état de l'Idaho. Mais Kohberger, en plaidant coupable, a contourné cette issue. Le cas Kohberger devient alors plus qu'un fait divers. Il soulève des questions profondes. Comment un homme peut-il tuer sans raison apparente ? Quelle est la responsabilité de l'enseignement de la criminologie dans la fascination du mal ? Jusqu'où les médias doivent-ils aller dans la couverture d'un tueur ? Le juge y pleure, dans son discours final, résume cette tension. Plus nous essayons d'extraire une raison, plus nous lui donnons de pouvoir. Il est temps qu'il soit condamné à l'ignominie et à l'isolement d'une incarcération perpétuelle. Dans les jours qui suivent, des podcasts, des livres, des documentaires sont annoncés. Certains dénoncent cette médiatisation, d'autres y voient un moyen de comprendre. Mais les familles, elles, veulent qu'on se souvienne des victimes, pas du tueur. Kaylee, Madison, Xana et Ethan. 4 jeunes vies fauchées, 4 visages qui ne doivent pas être noyés dans le bruit du sensationnalisme. Et Bryan Kohberger ? Il retourne dans sa cellule, dans une prison de l'Idaho, où il vivra le reste de ses jours. Sans parole, sans explication, sans lumière. Cette histoire, aussi glaçante que complexe, laisse derrière elle une empreinte indélébile. L'affaire Bryan Kohberger n'est pas seulement celle d'un quadruple homicide, c'est l'effondrement d'un homme cultivé, théoriquement apte à comprendre le crime, mais incapable d'en mesurer la portée morale. Elle expose l'impasse vertigineuse entre savoir et conscience, entre maîtrise intellectuelle et abîme émotionnel. Le silence du tueur, son regard vide, son absence d'explication sont autant de fragments d'une vérité inaccessible. Et dans ce vide, ce sont les familles des victimes qui tentent de reconstruire leur monde, sans réponse, mais avec la mémoire pour seule justice. Moscou, Idaho ne sera plus jamais un simple point sur une carte. C'est désormais le théâtre d'un drame qui interroge la nature humaine, la fascination du mal, et les limites de notre compréhension. Dans l'ombre de Bryan Kohberger, ce sont surtout les visages de Kaylee, Madison, Xana et Ethan que l'on doit retenir, non pas comme des chiffres sur un dossier, mais comme des vies fauchées trop tôt, portées par l'amour, l'énergie et l'insouciance de la jeunesse. Et face au silence du bourreau, ce sont leurs voix que nous devons continuer d'entendre. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Que pensez-vous de cette affaire ? Pensez-vous que ces victimes méritaient de subir une mort aussi tragique ? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette affaire intéressante, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines affaires. D'ici là, prenez soin de vous.